La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. Dis-nous pas que tu ne vas pas parler du 14 juillet. Bon, on va dire un mot. C'est quand même... Puisque tu me poses la question. Non, personnellement... Tu ne peux pas chanter l'hymne national de la France comme ça, là, sans la permission de la France. Bah comment ça? Non, il faut une permission. Personnellement, bon, vous Tu savez... es sur une chaîne publique, une chaîne que tout le monde entend. Ben d'après, je ne chante pas l'hymne national de la France, je chante les Poetic Lovers. Les Poetic Lovers, ils ont chanté. Mais ils ont chanté oui. l'hymne national de la France. Non, ils ont fait ça, c'était une chanson, donc on peut diffuser, on peut... Ils ne sont pas auteurs et compositeurs. JP, est-ce que j'ai pas le droit de chanter une chanson qui m'a été posée. Effectivement, aujourd'hui c'est la fête nationale de la France, c'est le 14 juillet, mais elle sera célébrée sous des conditions un peu particulières. Pandémie Covid-19 oblige, il n'y aura pas le défilé sur la célèbre place des Champs-Élysées. Tout au plus, ils auront une espèce de parade au niveau de la place de la Concorde, auquel prendra part uniquement le président de la République, les membres du gouvernement et quelques membres des corps institutionnels. Mais le public n'est pas convié à assister à cette cérémonie-là. Le public est plutôt demandé, il est plutôt demandé au public de rester chez soi et de regarder la retransmission de cette cérémonie à la télévision. Alors, et puis évidemment, bon, il y aura l'interview du président Emmanuel Macron. Cette interview-là sera très attendue parce qu'il y a des questions importantes, aussi bien d'actualité nationale qu'internationale, sur lesquelles évidemment on souhaiterait avoir l'avis du président français. Sur le plan national, c'est le déconfinement, comment est-ce que cela va se jouer, d'autant plus que l'on parle de risque d'une nouvelle vague, et ce sera justement l'objet de mon intervention là tout à l'heure. La deuxième chose, c'est quelles sont les missions qu'il attend confier à son gouvernement, le gouvernement Jean Castex. Ce gouvernement-là, on l'espère, sera celui qui devra conduire les affaires jusqu'à la prochaine élection de 2022. Et donc, évidemment, il sera important ici de voir quelles sont les mesures que Emmanuel Macron entend demander à son gouvernement de mettre rapidement en place, surtout que la France fait face à plusieurs crises, en plus de la crise sanitaire. Il y a la crise sociale, d'abord liée des gilets jaunes, la crise des gilets jaunes qui n'est toujours pas réglée, puisqu'on parle du problème du chômage, de la vie chère, etc. Donc, il y a ce problème de fond. Et puis, il y a le problème économique, la crise économique, du fait des licenciements. On a pu le voir, le dernier en date, c'est la firme pan-européenne Airbus qui a décidé de supprimer 5 000 emplois en France, donc 15 000 sur l'ensemble de ses sites en Europe. Donc, évidemment, ça a déclenché une colère du gouvernement français, d'autant plus que le gouvernement français avait offert une aide à la firme européenne pour justement lui permettre de traverser cette zone difficile qu'est l'après-Covid. Donc, il n'y a pas que la Airbus, il y a Air France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de licencier. Notamment, on parle aussi de l'entreprise Nokia, par exemple, qui a décidé de supprimer à peu près 3000 postes sur le sol français, alors que Nokia venait de bénéficier d'énormes subventions, notamment de la part du gouvernement français, pour justement maintenir les emplois et maintenir sa production sur le sol français. Donc, il y a la crise économique et puis aussi, il y a une crise morale, parce que ces dernières élections l'ont été. Il y a eu un taux de participation le plus faible jamais enregistré au cours des dernières élections législatives. Élections législatives au cours desquelles le grand gagnant, ça a été l'Europe Écologie Les Verts. Donc ça a été la gauche qui a été véritablement le grand vainqueur de ces élections-là. Et puis, on constate avec étonnement que au sortir de ces élections municipales-là, le gouvernement s'est beaucoup plus renforcé à droite, parce que évidemment Jean Castex vient de la droite, la plupart des ministres viennent de la droite, même si on a des ministres de sensibilité de gauche comme Madame Pompili, qui est ministre chargée de la transition économique et qui, elle, était avant dans Europe Écologie Les Verts, avant de changer de parti et d'adhérer à la République en marche d'Emmanuel Macron. Bon, donc ce sont toutes ces questions-là évidemment qui vont, et puis il y a l'actualité internationale, il y a l'Afrique.
On a le Mali où la situation est particulièrement tendue ces dernières semaines, j'en parlais hier. Et puis, on sait que la plus grosse opération extérieure militaire française a lieu en ce moment au Mali avec l'opération Barkhane. Il y a la situation de la lutte contre les djihadistes à côté, en Libye. Il y a la situation en Syrie aussi qui est assez préoccupante. Et puis, évidemment, il y a la situation en Europe. Le président Duda, le président sortant polonais, a été réélu avec une très très courte majorité. Et donc, Duda fait partie de ces chefs d'État au sein de l'Union européenne qui sont ouvertement contre l'Europe. Et donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les europhiles. Et donc, eux, comment est-ce qu'Emmanuel Macron et notamment Angela Merkel entendent continuer à travailler avec ces chefs d'État-là qui, bien qu'étant dans l'Europe, bien que bénéficiant de l'aide de l'Europe, bien que bénéficiant des avantages qu'offre l'Europe, ne se comportent pas véritablement comme de vrais pays européens, en ce sens qu'ils ne font pas preuve d'une véritable solidarité lorsque l'Europe fait face à une grave crise. On l'a vu sur le cas de la crise migratoire, où des pays comme la Hongrie et la Pologne ont systématiquement refusé d'accueillir des migrants sur leur territoire. Et puis aussi, il y a la crise sanitaire, où là, évidemment aussi, la Hongrie et la Pologne ont systématiquement fermé leurs frontières, y compris aux ressortissants de l'Union européenne, au nom de la sécurité sanitaire qu'ils voulaient préserver sur leur territoire. Donc, il y a donc ce pays-là, la Pologne, qui est divisé, qui est scindé. D'un côté, on a des europhiles et des europhobes ou des eurosceptiques, c'est selon le vocabulaire qu'on utilise. Donc, toutes ces questions-là, personnellement, je vais suivre l'interview d'Emmanuel Macron pour essayer de comprendre quelle est sa vision de la situation, aussi bien en Europe que dans le monde, et quelles sont les mesures qu'il entend mener aussi bien à court qu'à moyen et long terme d'ici l'élection présidentielle de 2022. Ça, c'est bon. Pour moi, c'est ce qu'il faut suivre. Il n'y aura pas grand-chose de particulier. Maintenant, pour les ressortissants français qui résident sur le territoire gabonais, bonne fête, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Voilà. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc sur l'actualité internationale. Oui, Jean-Paul. Non, j'ai pas terminé. En fait, ça, c'est parce que tu m'as posé la question sur Emmanuel Macron. Ah, d'accord, voilà. Excuse-moi. Maintenant, l'objet en fait de mon intervention ce matin concerne le risque de nouvelles vagues. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, des scientifiques alertent notamment les gouvernements du monde entier parce qu'évidemment, on est dans la phase de déconfinement, notamment pour les pays européens essentiellement et pour les pays asiatiques. C'est dans ces deux blocs-là que l'on a assisté à des déconfinements, même aux États-Unis. Mais depuis un certain moment, on a remarqué une recrudescence des contaminations. Et donc, les gouvernements ont donc décidé pour certains pays, et ils sont de plus en plus nombreux, des pays qui ont déconfiné, ils sont de plus en plus tentés à un reconfinement. C'était le cas, par exemple, à Madagascar. C'est le cas en Afrique du Sud qui a décidé, à partir du week-end-là, de reconfiner. C'était le cas en Croatie, où dès que les élections législatives sont terminées, le gouvernement croate a décidé de reconfiner. En Chine, c'est la même chose. Les écoles qui avaient réouvert à Pékin il y a 2 mois ont toutes été fermées et donc certains quartiers entiers de Pékin ont dû être reconfinés. En Allemagne, ça a été la même chose au niveau de la Westphalie-Basse-Rhénanie, qui est le plus grand département, la plus grande région allemande. Là-bas aussi, on avait déconfiné, mais en raison de l'apparition de plus de 600 cas de contamination au sein du plus grand abattoir d'Europe qui est situé là-bas, qui avait à peu près 1500 salariés à l'intérieur, 600 d'entre eux étaient contaminés. Donc, il y a un risque d'à peu près 10 000 contaminations dans la ville. Et donc, la Basse-Rhénanie, la Westphalie-Basse-Rhénanie a le gouverneur de cette région-là a donc décidé de confiner l'ensemble de la région. En Corée du Sud, on a vu aussi l'apparition de certaines contaminations et donc on a dû aussi confiner, notamment dans certains quartiers de Séoul. Et donc, face à cela, face à ce risque-là, on est tenté de regarder aussi ce qui va se passer en Europe, parce qu'en Europe, depuis à peu près un mois et demi, on a des vagues de déconfinement.
En Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne même, dans la région de Barcelone. Le président de la Catalogne avait donc décidé de reconfiner certaines villes. Et un groupe de citoyens avait décidé de saisir la Cour suprême espagnole pour annuler la décision du président de la Catalogne de confiner la ville de Lleida. Et donc, ils ont obtenu gain de cause. Et donc, le président de la Catalogne a quand même décidé qu'il devait, si tu veux, juste changer la formulation en ne contraignant plus les gens à être confinés chez eux, mais plutôt à mettant une forme de sensibilisation pour essayer d'inciter quand même les gens à rester chez eux. Donc, tu vois qu'il y a là déjà des espèces de tensions qui explosent entre, évidemment, les pouvoirs publics et les citoyens. Les pouvoirs publics qui font face à une crainte, c'est la crainte de voir revenir une nouvelle forme de recrudescence des contaminations et donc de voir réapparaître un nouveau pic de la maladie. Et donc, maintenant, ce qui est particulièrement difficile ici pour les scientifiques, c'est que certains pays confinent, d'autres ne confinent pas. Pourquoi ? Parce que déjà, les scientifiques n'arrivent pas tous à s'entendre sur le concept même de nouvelle vague. Pour qu'il y ait une nouvelle vague, il faudrait que dans un premier temps, on ait atteint le pic, c'est-à-dire qu'on assiste à une augmentation sans interruption de cas de contamination, puis on atteint certains seuils, et puis après, on observe à une désescalade de ces contamination jusqu'à atteindre un seuil minimal qui est proche de zéro. Et donc, à partir de là, si on revoit une autre vague de contamination exponentielle, semblable à la première, là, on parle de nouvelle vague. Or, pour certains scientifiques, on n'est pas encore dans cette situation-là. Tout au plus, on a des baisses de contamination, mais ces baisses-là n'ont pas encore atteint le niveau où on était avant l'apparition des premières contaminations. Et donc, quand on assiste à des baisses des baisses substantielles et ensuite on voit une nouvelle augmentation, et bien là on ne peut pas parler de nouvelle vague. Tout au plus on considère qu'on est toujours dans la même vague. Et donc c'est là justement où la première, disons, je dirais pas une compréhension, disons, là où les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord. Doit-on parler en fonction des pays de nouvelles vagues ? Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, en tout cas, les scientifiques anglais disent on n'est pas encore dans ce schéma-là. Tout au plus, on pourrait parler de début ou éventuellement de nouvelles vagues, peut-être en Chine, mais même en Chine, évidemment, lorsque l'on regarde les zones d'apparition de ces foyers de recontamination, on ne peut pas encore parler de foyers parce que l'augmentation n'est pas exponentielle, c'est-à-dire elle n'explose pas rapidement en nombre, même si on voit apparaître de nouveaux cas de contamination. Voilà pourquoi on parle plutôt de clusters. Des clusters, ce sont des épiphénomènes comme ça là de contamination. Maintenant, l'objectif pour les gouvernements, c'est de les détecter les plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la prévision en prenant les chiffres de contamination précédentes et en suivant les personnes qui sont guéries et à partir d'un suivi accru des personnes qui sont guéries, on essaie de déterminer les personnes contacts à risque, c'est-à-dire les personnes qui sont guéries, mais qui pourraient rapidement, ou soit le système immunitaire n'était pas totalement débarrassé du virus, et donc il pourrait y avoir encore à l'intérieur comment dirais-je, des restes qui pourraient, une charge virale qui pourrait encore réaugmenter ou reprendre de telle sorte que la personne redeviendrait contaminante. Et donc c'est ça justement, c'est sur ce volet-là que les épidémiologistes essayent de se battre pour essayer de comprendre comment est-ce qu'une personne, fût-elle déclarée comme étant guérie, pourrait-elle être susceptible d'être de nouveau contaminante. Donc il y a ce volet-là, mais ça c'est rendu également un peu difficile par le fait que déjà il faut savoir que dans un premier temps on misait sur l'immunité collective, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des personnes ou un maximum de personnes aient été contaminées, et durant la période où ils sont contaminés, une fois que l'on est guéri, on a une période durant laquelle on a des anticorps anti-corona, et donc à partir de là on n'est plus contaminant. Donc rapidement, si le seuil
seuil de contamination atteignait entre 50 et 70%, là on aurait pu compter sur l'immunité collective. Malheureusement, dans la plupart des pays, y compris dans les pays où il y a eu un fort taux de mortalité de contamination, le niveau de contamination n'a atteint qu'entre 5 et 10%. Donc il n'est pas possible de compter sur la mise en œuvre d'une éventuelle immunité collective. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si on est immunisé au sortir d'une infection de coronavirus, cette immunité-là, elle n'est pas éternelle. Elle est éphémère. Elle a donc une période durant laquelle, évidemment, on ne peut pas faire l'objet d'une recontamination, mais passé cette période-là, on redevient encore un sujet à risque comme tout autre. Donc, c'est là aussi la grande question. Les gens estiment que, dans un premier temps, on pensait que cette phase d'immunisation-là pouvait durer entre 5 et 15 jours. D'autres disent entre 6 et 13 jours. Donc, on aussi entre 5 et 13, voire 15 jours. Et donc, malheureusement, passé cette période-là, rien n'empêche que la personne puisse être de nouveau en contact avec une personne qui a le virus et donc elle puisse être contaminée. Ces cas de situation, on les a rencontrés. On en a rencontré en Corée du Sud, on en a rencontré au Japon et on en a aussi rencontré en Chine. Donc c'est un risque qui est réel. D'autant plus que la plupart des pays européens ont décontaminé. La plupart des pays européens, pour ce qui concerne du moins l'espace Schengen, ont recommencé à ouvrir des frontières. D'autres pays ont recommencé même à accueillir sur leur sol des vols internationaux. Donc il y a un fort risque que des personnes venant d'ailleurs, soit d'un autre continent, soit d'un autre pays, puissent être porteurs de la maladie et être ainsi capable de recontaminer encore d'autres sujets, d'autres personnes. Et d'autant plus que on sait que durant l'été, même si c'est une période chaude, mais on sait qu'il y aura énormément de contacts entre les citoyens et après l'été, on a le printemps et puis c'est le retour des périodes l'automne, c'est le retour des périodes froides avant l'hiver, la saison hivernale. Et là, évidemment, le risque sera beaucoup plus accru de contamination puisque l'on sait que le virus est particulièrement actif durant les périodes froides. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'actuellement, on assiste l'Amérique latine, qui est devenue le foyer épidémiologique mondial de la pandémie, est en phase hivernale aujourd'hui. Si vous prenez des pays comme le Chili, le pays de l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, notamment dans la partie basse du Brésil, ce sont des pays qui font face à des températures extrêmement froides. Et donc, ce sont ces températures-là qui favorise justement la propagation du virus dans ces pays-là actuellement. Et donc, pour l'OMS, il est extrêmement important de regarder ce qui va se passer là-bas pour voir comment est-ce que les gouvernements vont mettre en place des moyens pour essayer de limiter la progression de la pandémie. Et ça devrait être particulièrement utile pour les pays européens et les pays notamment des pays de la zone du Nord, l'Amérique du Nord, pour justement faire face à une nouvelle vague éventuelle de contamination durant la période hivernale. Et donc, même si aux États-Unis, évidemment, on n'a pas encore atteint le pic, les nombres de contaminations ne cessent d'augmenter aujourd'hui, mais ça, c'est beaucoup plus au fait qu'il y a une espèce de bataille entre le gouvernement central américain et les États, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, jusqu'à présent, le président Donald Trump refuse de décaisser des fonds fédéraux pour aider les États à faire face à la pandémie, parce qu'il estime que ce n'est pas une priorité. Pour lui, la priorité, c'est l'économie. Et donc, si on doit décaisser des fonds, il faut décaisser des fonds pour aider les entreprises et non pas pour aider les personnes atteintes de coronavirus. Or, des États tels que la Louisiane, des États comme la Floride, des États tels que la Californie font face véritablement à une vague de propagation, et même des petits États comme l'Ohio, comme le Minnesota. Tous ces États-là sont frappés de plein fouet par la pandémie, et donc une aide fédérale ne serait pas mauvaise, d'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier que près de
25 à 40% de la population américaine soit n'a pas soit une couverture maladie ou bien n'a pas une couverture maladie qui soit suffisamment importante une couverture maladie qui soit en capacité d'être prise en charge en cas de contamination pour le coronavirus. Parce qu'évidemment, les primes que l'on paye varient, soit du portefeuille, soit des pathologies auxquelles on fait risque. Donc tout ça fait qu'il y a des dizaines de millions d'Américains qui n'ont pas la possibilité soit d'être bien pris en charge en cas de contamination, soit d'être pris en charge tout court s'ils tombent malades. Et c'est la raison pour laquelle on a vu que des pays comme la Louisiane sont très fortement touchés parce qu'à l'intérieur de ces pays, ce sont des pays qui vivent énormément de tourisme. Or, lorsque l'on a confiné, l'industrie touristique s'est effondrée et donc des millions d'Américains dans cet état-là se sont retrouvés sans emploi, ils sont au chômage et donc ils n'avaient plus la possibilité de se soigner lorsqu'en plus ils ont été contaminés par le coronavirus et donc ils sont morts. Et donc c'est ce qui explique en grande partie, non pas seulement en Louisiane mais dans d'autres états aussi, le fait que le coronavirus frappe beaucoup les familles pauvres, les familles qui n'ont plus les moyens de se prendre en charge du fait des mesures liées à l'apparition du coronavirus. Donc nouvelle vague, on n'y est pas encore de manière globale, mais le risque est réel et c'est la raison pour laquelle il faudrait que nous comprenions bien que même si on lève les mesures sanitaires, même si on met en place des mesures qui visent à revenir en réalité, on ne pourra plus jamais revenir à l'état initial tant que le risque d'apparition, de recontamination de ce virus-là existe et c'est ce que les gens doivent véritablement comprendre aujourd'hui. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.